L'avocat de mon père a dit au juge que j'étais une mère absente, sans employeur, sans adresse et sans défense. Une femme en tailleur bleu marine a remonté l'allée, a posé un porte-document en cuir sur le bureau du juge et a dit « Central Intelligence Agency ». Le juge a fait évacuer la salle. Elle a renoncé au droit de se dire mère, le jour où elle a choisi le silence, au détriment de son propre enfant. C'est ce que mon père a dit. Pas dans notre cuisine, ni lors d'un dîner de Thanksgiving, mais dans une salle d'audience, sous serment, alors que ma fille de 12 ans était assise 6 rangs derrière lui. Je n'ai pas tressailli. Je ne l'ai pas regardé. J'ai simplement ajusté la petite épingle grise sur mon revers, et j'ai attendu. Ils ne le savent pas encore. Je m'appelle Soran Whitley. J'ai 43 ans et, jusqu'à il y a 6 semaines, je dirigeais un réseau de renseignement à l'autre bout du monde, sous un nom qui ne m'appartient pas, dans un pays que je ne serai jamais autorisé à nommer. Aujourd'hui, je suis assise dans un tribunal des affaires familiales à Mill Haven, dans le Tennessee, écoutant mon propre père me décrire comme une mère indigne. Si vous avez déjà été jugé par des gens qui n'ont pas la moindre idée des faits, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. J'ai appris à mes dépens que, dans ma famille, mon silence n'était jamais interprété comme une force, mais seulement comme la preuve que j'avais quelque chose à cacher. Le matin où je suis arrivé à Mill Haven, l'air d'octobre avait le même goût que d'habitude, un mélange de cuivre, de fumée de bois, et quelque chose de terreux en dessous. Comme si le sol se souvenait de la pluie, même quand le ciel était sec depuis des semaines. Les feuilles, le long de la route 9, avaient pris cette teinte d'or fragile qui craque sous les pas. Le genre d'or qui est magnifique de loin, mais qui s'effrite dès qu'on le touche. Personne ne m'attendait. Aucune voiture, sur le parking du tribunal, avec un visage familier au volant. Pas de SMS de ma mère, pas d'appel de ma sœur. Juste une berline de location, une housse à vêtements suspendue au crochet du siège arrière, et le poids de 20 ans de service fédéral qui pressait contre ma poitrine, comme une main qui n'aurait jamais appris à lâcher prise. Je me suis garé en face du magasin Whitley's Hardware and Feed. L'enseigne n'avait pas changé. C'était le même lettrage vert que mon père avait peint l'été de mes 9 ans. Le même drapeau américain, boulonné au support de l'auvent. Le même banc, devant, où les hommes qui n'avaient rien de mieux à faire un mardi matin s'asseyaient, pour discuter des affaires de tout le monde, comme s'il s'agissait d'un devoir civique. Le drapeau, devant le bâtiment du conseil, était en haut du mât. Je l'ai remarqué, de la même manière que je remarque tout, rapidement, complètement, sans rien laisser paraître. Je n'ai pas franchi la porte de la quincaillerie. Je n'y avais pas mis les pieds depuis 4 ans. Le nom de mon père était gravé sur la vitre, avec la même police de caractère que celle utilisée sur le papier en tête du conseil, sur la ligne de parrainage du bulletin de l'église, et sur la demande de tutelle qu'il avait déposée, il y a 6 semaines. Auprès du tribunal de la famille du comté de Mill Haven, Harland Dean Whitley, président du conseil municipal, propriétaire de la quincaillerie Whitley, et père de l'année si vous posiez la question à n'importe qui sur Main Street. C'était l'histoire qu'il avait bâtie avec soin, pendant 8 ans, brique par brique, conversation après conversation, dimanche après dimanche. Et le propre d'une histoire, racontée assez lentement par un homme en qui on a profondément confiance, dans une ville assez petite, c'est qu'elle finit par ne plus être une histoire. Elle devient la vérité. Non pas parce qu'elle est vraie, mais parce que personne ne reste pour la contredire. Il ne m'avait pas seulement oublié, il m'avait réécrite. Grandir dans la maison des Whitley signifiait gagner l'affection, comme on paie un loyer. Mon père mesurait la valeur des gens comme il mesurait le bois de charpente, de manière visible, quantifiable, quelque chose qu'il pouvait tenir dans ses mains et montrer au prochain client. Claire travaillait à la caisse. Claire chantait dans la chorale de l'église. Claire avait épousé un garçon de 2 comtés plus loin, et avait fait sa réception à la salle du VFW, avec 200 invités et un gâteau à 3 étages que mon père avait payé, avec un chèque qu'il s'était assuré de signer devant tout le monde. J'étais l'autre. L'enfant intense. Trop curieuse, trop calme, trop précise. Je posais des questions qui n'avaient pas de réponse de quincaillerie. Je lisais des livres qui ne venaient pas de la bibliothèque de l'église. Quand j'ai eu 23 ans, j'ai quitté Mill Haven avec une valise et un badge d'identification fédéral. Mon père a dit aux voisins que j'avais pris un emploi de bureau au gouvernement, conformité des achats, principalement des voyages. C'était la couverture. Pas celle que j'avais choisie, mais celle qui permettait de garder les gens en vie. Certains clients préfèrent la discrétion, certaines opérations l'exigent, et certains secrets ne sont pas gardés par honte.
Ils sont gardés parce qu'un seul mot mal placé, dans une quincaillerie de petite ville, pourrait envoyer un homme dans une tombe peu profonde, à 6000 miles de là. Mais mon père n'a jamais vu les choses ainsi. Pour Harland, le silence était synonyme de culpabilité. L'absence était un abandon. Et une fille qui ne pouvait pas expliquer où elle se trouvait pendant 7 mois était une fille qui avait choisi de disparaître. Il n'avait pas totalement tort sur la disparition. C'était là toute la tragédie. J'avais disparu derrière des noms d'emprunt, des passeports de secours, et des chambres d'hôtel dans des villes où l'électricité se coupait à minuit, et où la seule lumière était le reflet bleu d'un terminal crypté. J'avais disparu dans 11 pays et 16 ans de service continu, avec un dossier opérationnel qui ne serait jamais accroché à aucun mur, dans aucun cadre, dans aucune pièce où mon père entrerait un jour. J'ai recruté des agents dans des endroits où le recrutement signifiait risquer l'exécution. J'ai dirigé des réseaux qui produisaient des rapports de renseignement, lus par des personnes dont je ne connaissais le nom que par leur numéro de bureau. J'ai alimenté une division de contre-prolifération qui a utilisé mes informations, pendant 6 ans, pour démanteler une filière d'armes illicites de 230 millions de dollars, qui déplaçait des ogives nucléaires à travers les frontières comme s'il s'agissait de simples meubles. Pendant ce temps, mon père disait à la congrégation de l'église que je faisais de la paperasse. Le matin de l'audience, je suis resté assise sur le parking du tribunal pendant 11 minutes. Je le sais parce que j'ai compté. Sur le terrain, on compte tout, les secondes entre les vérifications radio, les pas entre les portes, les respirations entre les décisions qui maintiendront votre agent en vie ou le feront tuer. 11 minutes dans une berline garée, devant un tribunal de comté, auraient dû sembler insignifiantes. Pourtant, j'ai eu l'impression de vivre la plus longue pause opérationnelle de ma carrière. J'ai ouvert la housse à vêtements, une robe noire, simple, avec des manches jusqu'au poignet. Le bracelet en argent que je portais habituellement pour masquer la cicatrice sur mon poignet gauche était dans ma poche. Je l'y ai laissé. Aujourd'hui, la cicatrice serait visible. Fine, pâle, ancienne, d'origine classée secret défense, mais c'était la mienne. J'en avais fini de couvrir ce qui m'appartenait. J'ai épinglé la rose des vents en émail gris sur mon revers. Pour n'importe qui dans cette salle d'audience, cela ressemblerait à un bijou quelconque, peut-être un bouton de manteau réutilisé. Rien qui ne mérite un second regard. Mais ce n'était pas un bijou. C'était une citation. Et avant la fin de la journée, quelqu'un dans cette salle reconnaîtrait exactement sa signification. Mais pas encore. La salle d'audience était plus petite que ce que j'imaginais. Des murs lambrissés, de la couleur d'un café léger, un carreau de plafond taché d'humidité au-dessus de la barre des témoins, et un drapeau américain sur un socle en laiton qui penchait légèrement vers la gauche, comme si même le drapeau était fatigué de rester au garde-à-vous dans cette pièce. Mon père était déjà assis au premier rang, du côté des demandeurs. Costume gris, cravate bleue, la cravate qu'il portait pour les réunions du conseil. Il avait les mains croisées sur ses genoux, comme le font les hommes qui veulent paraître patients, mais qui, en réalité, jouent la comédie de la patience pour un public. Claire était assise à côté de lui. Même posture, même main jointe. C'est elle qui l'avait conduit. C'était toujours elle qui le conduisait. Ma mère était assise 3 rangs plus loin, seule, son sac sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Diane Whitley avait passé 46 ans mariée à un homme qui parlait assez fort pour deux. Elle ne s'était jamais prononcée contre moi, mais elle n'avait jamais parlé assez fort pour me défendre non plus. Le silence, chez les Whitley, était héréditaire. Je le tenais d'elle. La différence, c'est que j'avais appris à transformer le mien en arme. Elle n'avait appris qu'à endurer le sien. Mara était dans la tribune. Rangée 6, à côté de mademoiselle Thornton, qui avait une main posée sur le genou de Mara, de la manière dont on pose une main sur quelque chose de précieux qui pourrait se briser. Mara avait les cheveux tirés en arrière, le regard fixe. Elle m'a regardé une fois quand je suis entré, et dans ce regard, j'ai reconnu quelque chose que j'avais appris en 20 ans à lire les gens dans des pièces où une erreur d'interprétation peut tuer. Elle n'avait pas peur. Elle observait. Elle cataloguait. Elle avait hérité de mon impassibilité. Et en ce moment, cette impassibilité était la seule armure qu'elle possédait. Je me suis assise à la table des défendeurs, j'ai croisé les mains. La cicatrice sur mon poignet gauche a accroché la lumière fluorescente. L'avocat de Harland s'est levé. Un homme nommé le Lamporteur, la cinquantaine, cabinet local,
le genre d'avocat qui traite les litiges de propriété ou les conduites en état d'ivresse, et qui n'avait jamais, de toute sa carrière, rencontré un affidavit fédéral sous scellé. Il a ajusté sa veste. Il a ouvert son dossier, puis il a commencé. Votre honneur, mon client, Monsieur Harland Whitley, présente cette demande d'urgence au nom de sa petite-fille, Mara Whitley, âgée de 12 ans. La mère de l'enfant, Seran Whitley, a été absente de la vie de l'enfant pendant une période de 7 mois consécutifs. Pendant ce temps, elle n'a fourni aucune adresse, aucun numéro de téléphone, aucun employeur vérifiable, aucune explication. Il a marqué une pause. Il m'a regardé comme on regarde un accusé que l'on a déjà condamné sur le parking. Un enfant a besoin d'un parent présent, pas d'une carte postale et d'un virement bancaire. Mon père a hoché la tête lentement, le hochement de tête d'un homme qui a répété ce moment dans son salon. Quoi que Madame Whitley fasse pour le gouvernement fédéral, a poursuivi Porter, citant et qu'elle soit encore employée par le gouvernement fédéral, cela ne l'exempte pas des obligations fondamentales de la parentalité. Nous avons des témoignages de la communauté. Nous avons des registres de fréquentation scolaire montrant que l'enfant a été sous la garde principale de sa grand-mère maternelle pendant la majeure partie de ces 3 dernières années. Nous avons un ancien de l'Église, qui connaît M. Whitley depuis 40 ans, et qui peut attester de son caractère, de sa stabilité et de son engagement envers cet enfant. Il a déposé un document sur le bureau de la juge, puis un deuxième, puis un troisième. Votre honneur, nous demandons respectueusement que la tutelle d'urgence soit accordée à Harland Dean Whitley, avec effet immédiat. La salle était calme. Même le ventilateur au plafond semblait ralentir. Mon père s'est tourné sur son siège. Il m'a regardé, non pas avec colère, ni avec cruauté, mais avec la certitude tranquille et moralisatrice d'un homme qui croit sauver un enfant de sa propre mère. Et c'était pire, car on peut combattre la cruauté, mais on ne peut pas combattre une telle certitude. La juge Patricia Roré a levé les yeux de ses documents. 31 ans de carrière, des yeux qui avaient vu toutes les variétés de mise en scène en matière de garde d'enfants. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Madame Whitley, vous avez entendu la requête. Avez-vous une représentation légale présente? Je n'avais pas d'avocat à cette table. Ce que j'avais, c'était tout autre chose. Quelque chose qui, à cet instant précis, était transporté dans le couloir du tribunal, dans une enveloppe scellée, par une femme en costume bleu marine dont les accréditations feraient passer la carte du barreau de Leland Porter pour une simple carte de bibliothèque. Mais l'enveloppe n'était pas encore arrivée. Alors, je suis resté immobile. J'ai croisé les mains, et j'ai répondu. Je me représente moi-même, votre honneur. Mon père a expiré. L'expiration d'un homme qui pense avoir déjà gagné. C'était la dernière fois qu'il expirait ainsi. La juge a tourné une page du dossier de Porter, puis une autre. Elle lisait comme je lisais les pièces, rapidement, complètement, sans montrer ce qu'elle y trouvait. Madame Whitley, a-t-elle dit, le demandeur allègue 7 mois d'absence continue, sans adresse vérifiable, sans documentation d'employeur, et sans communication directe avec votre fille durant cette période. Elle a posé la page. Avant d'entendre les témoignages, je veux vous donner l'opportunité de répondre aux bases factuelles de cette demande. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table. La cicatrice de mon poignet gauche se trouvait à 60 cm du champ de vision de la juge. Je ne l'ai pas couverte. Je ne l'ai pas bougée. Les faits présentés par le demandeur sont exacts, votre honneur. J'ai été absente pendant 7 mois. Je n'étais pas joignable par téléphone personnel. Je n'ai pas fourni d'adresse. Un murmure a parcouru la galerie, comme le vent dans l'herbe sèche. Bas, rapide, disparu avant qu'on puisse en désigner l'origine. Mon père s'est penché en avant. Claire a posé sa main sur son bras, non pas pour le retenir, mais pour s'ancrer elle-même. Porter s'est levé de nouveau. Votre honneur, la défenderesse vient de confirmer le cœur de notre demande. 7 mois, aucun contact. Non, je l'ai entendu, monsieur Porter. La juge Roré ne l'a pas regardé. Elle me fixait. Madame Whitley, pouvez-vous dire à ce tribunal où vous étiez pendant ces 7 mois? Le truc avec le silence, c'est qu'il n'est pas toujours passif. Parfois, le silence est la réponse la plus tranchante. Je ne suis pas autorisé à le dire, votre honneur. Je ne l'ai jamais été. Pas autorisé par qui? Par les termes de mon contrat de travail,
et par les accords que j'ai signés en entrant en service. Porter a ouvert les mains vers la juge, un geste signifiant, vous voyez, votre honneur, c'est précisément le schéma que nous avons documenté. Des références vagues à un emploi anonyme. Aucun dossier. Non, monsieur Porter. La juge a levé un doigt. Un seul. C'était suffisant. J'ai posé une question à la défenderesse. J'aimerais entendre sa réponse sans commentaire éditorial. Porter s'est rassis. Sa chaise a raclé le sol. Le bruit était plus fort qu'il ne l'aurait dû dans cette pièce. La juge Roret s'est tournée vers moi. Madame Whitley, vous dites être liée par des accords de travail. Pouvez-vous me donner le nom de votre employeur? C'est classé secret, votre honneur. Mon père a émis un son. Pas un mot, un son. Le genre de bruit qu'un homme fait quand il entend ce qu'il attendait d'entendre depuis longtemps. Quelque chose qui confirme ce qu'il croit déjà. Cela venait du fond de sa poitrine, moitié expiration, moitié mépris. Et cela a traversé la salle d'audience comme un verdict. Claire a baissé les yeux vers ses genoux. Les mains de ma mère se sont serrées sur la lanière de son sac. Classé secret. Porter a prononcé le mot comme s'il avait un goût artificiel. Il s'est levé à nouveau. Votre honneur, avec tout mon respect, n'importe qui peut prononcer ce mot. Je pourrais dire que mon petit déjeuner est classé secret, cela ne le rendrait pas vrai pour autant. Il n'y a aucune documentation devant ce tribunal. Pas de W2, pas de lettre d'embauche, pas de... Je suis consciente de ce qui n'est pas devant moi, monsieur Porter. Alors, votre honneur doit convenir qu'en l'absence de toute preuve vérifiable de cet hypothétique emploi classé, la défenderesse est simplement une mère qui a disparu pendant 7 mois, laissant sa fille de 12 ans à la charge d'une grand-mère vieillissante. Il s'est tourné vers la galerie, vers le côté de Harland, vers l'ancien de l'église au 2e rang, dont l'affidavit était déjà au dossier, vers Claire, dont le menton s'est levé quand le regard de Porter l'a trouvé. Nous ne demandons rien d'extraordinaire, a-t-il dit. Nous demandons qu'un enfant ait un foyer stable, un tuteur présent, une famille qui répond à l'appel. Mon père a hoché la tête à nouveau. Le même hochement répété. Et cette fois, 3 personnes dans la tribune ont hoché la tête avec lui. Le déni, j'allais l'apprendre, était leur spécialité. Non pas le déni de ce que j'avais fait, mais le déni que ce que j'avais fait puisse avoir plus d'importance que ce qu'ils pouvaient voir de leurs yeux. La juge Roret a retiré ses lunettes. Elle les a posées sur le bureau. Elle m'a regardé pendant 4 pleines secondes. Et dans ces 4 secondes, j'ai compris qu'elle faisait sa propre évaluation, non pas de la demande, mais de moi. Madame Whitley, j'ai un devoir envers cet enfant. Si vous ne pouvez fournir à ce tribunal aucune documentation étayant votre affirmation d'un emploi fédéral classé secret, j'aurai des options très limitées. J'ai porté la main à l'épingle sur mon revers, non pas pour l'enlever, mais pour l'ajuster, comme je le faisais toujours quand la pression dans une pièce changeait et que les variables opérationnelles évoluaient plus vite que ce que le plan prévoyait. La rose des vents en émail gris a capté la lumière du plafonnier. Pendant une fraction de seconde, le néon du tribunal l'a transformé, d'un métal terne, elle a semblé émettre un signal. Le lent Porter l'a regardé. Son regard est passé dessus, comme on regarde une broche lors d'un déjeuner à l'église. Ordinaire, décoratif, sans importance. Mon père ne l'a même pas remarqué. Il surveillait la juge. Claire l'a vu. Elle a regardé l'épingle comme elle avait regardé tout ce qui me concernait depuis 30 ans, avec une légère confusion, et la certitude tranquille que, quoi que ce soit, ce n'était pas important. Mais, au fond de la salle d'audience, la porte s'était ouverte. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. 20 ans de conscience opérationnelle signifiaient que je connaissais le poids de cette porte au simple bruit de ses charnières. Et je savais, à la cadence des pas, 2 personnes, mesurées, délibérées, ni pressées ni lents, que ceux qui venaient d'entrer n'étaient pas de mille à veine. Les yeux de la juge Roret se sont levés, passant au-dessus de moi, de Porter et de la tribune, pour fixer le fond de la pièce. Une femme en costume bleu marine a remonté l'allée centrale. Elle tenait un porte-document en cuir dans la main gauche. Ses accréditations étaient clipsées à la poche de sa veste. Elle ne s'est pas présentée à la galerie. Elle n'a pas regardé Harland. Elle n'a pas regardé Claire, ni ma mère, ni l'ancien de l'église au 2e rang. Elle a regardé mon épingle, et elle n'a pas détourné les yeux assez vite. J'ai vu la reconnaissance.
Cette demi-seconde de pause, la façon dont sa posture s'est ajustée, de manière imperceptible pour quiconque n'aurait pas passé 16 ans à lire le langage corporel de gens dont la vie dépend de leur capacité à ne pas être lue. Elle savait ce que la rose des vents signifiait. Elle savait ce qu'elle coûtait. Et elle savait que la femme qui la portait, dans un tribunal familial du Tennessee rural, n'était pas quelqu'un qui faisait de la conformité des achats. Elle s'est approchée de la barre. Votre honneur, mon nom est Catherine Beckett. Je représente le bureau du Conseil général de la Central Intelligence Agency. L'atmosphère a changé. Pas comme dans les films. Il n'y a pas eu de cri de surprise, pas de musique dramatique. Elle a changé comme les pièces changent dans la vraie vie, l'air s'est comprimé, le silence s'est épaissi. Chaque personne dans cette tribune est passée du statut de participant à celui de témoin, sans même comprendre la transition. Porter était debout. Je ne pense pas qu'il s'en rendait compte. Votre honneur, c'est. Je n'ai été informé d'aucune. Monsieur Porter, asseyez-vous. Il s'est assis. Catherine Beckett a posé le porte-document en cuir sur le bureau. Votre honneur, je remets un affidavit sous-scellé, établi sous l'autorité du directeur adjoint des opérations de la Central Intelligence Agency. Ce document est classé au niveau TSSCI, Top Secret Sensitive Compartmented Information, avec des restrictions de programme d'accès spécial. Il est fourni à la Cour en vertu des dispositions de la loi sur la sécurité nationale, et ne peut être examiné que par le juge-président. Elle a ouvert le porte-document. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe scellée, de couleur crème, papier épais, le genre d'enveloppe qui porte le poids d'une institution derrière chaque fibre. L'affidavit traite du statut d'emploi, des états de service opérationnels, et de l'aptitude parentale de la défenderesse, Sir Helen Whitley. Il a été préparé à la demande de la défenderesse, par les voies hiérarchiques appropriées, et approuvé pour un examen judiciaire limité. La juge Roré a pris l'enveloppe. Elle l'a tenue un instant, en évaluant le poids. Puis, elle a brisé le sceau. La salle était silencieuse. Pas calme. Silencieuse. La différence entre le calme et le silence, c'est la différence entre une respiration retenue et l'absence totale de respiration. Elle a lu. Son visage n'a pas changé. Sa posture n'a pas bougé. Mais ses yeux ont cessé de bouger au milieu de la première page. Et quand ils ont repris leur mouvement, ils allaient plus lentement, plus prudemment. Comme quelqu'un qui réalise qu'il tient entre ses mains quelque chose qui réorganise tout ce qu'il pensait savoir sur l'affaire en cours. Elle a tourné la deuxième page, puis la troisième. À la quatrième page, elle s'est arrêtée. Elle a posé le document face cachée sur le bureau. Elle a levé les yeux, non pas vers moi, ni vers Porter, mais vers la galerie. Faites évacuer la salle. L'avocat de Harland a cligné des yeux. Votre honneur ? J'ai dit, évacuez la salle. Huissier, veuillez faire sortir toutes les parties non essentielles. Le demandeur, la défenderesse et leurs conseils respectifs peuvent rester. Tous les spectateurs, témoins et membres de la famille qui ne sont pas partie prenante à cette demande doivent sortir immédiatement. L'huissier s'est mis en mouvement. Mademoiselle Thornton a serré la main de Mara. Je l'ai vu du coin de l'œil. Le serment de quelqu'un qui ne comprenait pas ce qui se passait, mais qui comprenait que c'était bien plus grand qu'une audience de garde d'enfants. Ma mère s'est levée. Elle m'a regardé en se dirigeant vers l'allée. Pas avec accusation, pas avec compréhension, mais avec quelque chose de plus ancien que tout cela, quelque chose qui vit dans l'espace entre une mère qui n'a jamais posé de questions et une fille qui n'a jamais pu y répondre. Claire s'est levée, et c'était là, le visage que j'attendais. Le visage de ma sœur au moment où la juge fermait la salle. Pas de la colère, pas de la confusion. De la peur. La peur spécifique d'une personne qui a cru à une seule histoire pendant si longtemps que l'arrivée d'une seconde version lui donne l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas scié. La galerie s'est vidée. La porte s'est refermée. L'huissier se tenait à côté, comme une sentinelle. Harland est resté sur son siège. Ses mains étaient toujours croisées, mais ses articulations étaient devenues blanches. La posture patiente et répétée était exactement la même, mais l'homme à l'intérieur avait changé. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Il ne savait pas ce que la femme en costume bleu marine avait livré. Mais il savait, de la manière dont tous les hommes qui ont bâti des fables finissent par le savoir,
que quelque chose venait d'arriver, et que son histoire ne pourrait pas l'absorber. La juge Roret a remis ses lunettes. Elle a regardé les pages scellées. Puis elle m'a regardé. Madame Whitley. Oui, votre honneur. L'affidavit devant moi est signé par le directeur adjoint des opérations de la Central Intelligence Agency. Il confirme votre emploi continu au sein du service clandestin pendant une période de 16 ans. Il confirme votre niveau d'accréditation. Il fait référence à une activité opérationnelle cohérente avec l'absence de 7 mois cités dans cette demande. La bouche de Porter s'est ouverte, puis fermée, puis rouverte. Aucun son n'en est sorti. Il précise en outre, a continué la juge, et sa voix avait maintenant changé, prenant une tonalité que je n'avais entendue que quelques fois dans ma vie, la voix d'une personne qui vient d'apprendre que la pièce où elle se trouve est bien plus petite que le monde extérieur. Que vos absences de cette juridiction ont été effectuées sous autorité directe, et au service des objectifs de sécurité nationale des États-Unis. Ils décrivent vos états de service opérationnel en des termes que je n'ai pas l'autorisation de répéter au cours de cette procédure, ni dans aucune autre, ni dans aucun dossier qui quitterait ce bureau. Elle a reposé le document. Il est également stipulé, et je citerai cette unique phrase car c'est la seule que je suis autorisé à transmettre, que le directeur adjoint des opérations atteste personnellement de l'aptitude, du dévouement et du sacrifice de la défenderesse. À la fois en tant qu'officier de la Central Intelligence Agency et en tant que parent. Les mains de mon père se sont desserrées. Pas délibérément. Elles sont simplement tombées, ouvertes. De la façon dont les mains s'ouvrent quand le corps comprend quelque chose que l'esprit n'a pas encore rattrapé. Catherine Beckett se tenait sur le côté du bureau. Immobile, professionnelle, les yeux fixés au loin. Mais quand la juge a lu cette dernière phrase, le menton de Beckett s'est abaissé d'une fraction de centimètre. L'ombre d'un hochement de tête qui n'était pas du protocole, ni une performance. C'était de la reconnaissance. La même reconnaissance que celle déclenchée par l'épingle. L'aveu silencieux d'un officier qui savait ce qu'un autre officier avait porté. Monsieur Porter. La juge s'est penchée. Y a-t-il quoi que ce soit, dans votre dossier, qui tienne compte de la possibilité que la fille de votre client soit un officier supérieur du renseignement des États-Unis, dont les absences sont une fonction du service national classé secret? Le regard est passé de Harland à Porter. L'échange a duré moins de 2 secondes. Il contenait l'effondrement total d'un récit qui avait mis 8 ans à se construire. Votre honneur, nous n'étions pas, mon client n'était pas au courant. Non, votre honneur, il n'y a rien dans notre dossier qui tienne compte de cela. En effet. La juge Roret s'est penchée en avant. Le bureau a craqué. Même le bois semblait ressentir le poids de ce qui allait suivre. La demande de tutelle d'urgence est rejetée avec interdiction de dépôt ultérieure. La colonne vertébrale de mon père s'est redressée. Pas par défi, mais par choc, le réflexe involontaire d'un corps recevant un coup qu'il n'a pas vu venir. Ses épaules se sont rétractées, sa mâchoire s'est serrée, puis, lentement, comme une structure perdant son support central, sa posture a commencé à s'affaisser. Ses mains ont trouvé le bord du banc devant lui. Il s'y est agrippé. Ses articulations sont passées du blanc au gris. En outre, a continué la juge, je rends une ordonnance permanente interdisant aux demandeurs de déposer toute future motion de garde ou de tutelle concernant la mineure Mara Whitley, sans approbation judiciaire préalable de ce tribunal. Toute tentative de contourner cette ordonnance sera traitée comme un outrage au tribunal. Harland a ouvert la bouche. Monsieur Whitley. La voix de la juge n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Je vous conseille vivement de ne pas parler en cet instant. Sa bouche s'est refermée. Catherine Beckett s'est avancée. Elle a récupéré l'affidavit scellé sur le bureau. Elle l'a replacé dans le porte-document en cuir. Elle a refermé le porte-document avec un bruit à peine audible, le doux frottement du cuir contre le cuir. Et pourtant, c'était la chose la plus bruyante dans cette salle d'audience. Elle s'est tournée vers la porte, et en passant devant ma table, elle a marqué une pause. Une demi-seconde, moins d'une respiration. Ses yeux ont trouvé la rose des vents gris sur mon revers, et cette fois, elle n'a pas détourné le regard. Madame, a-t-elle dit, d'un ton calme et précis, cette unique syllabe portant tout le poids d'une institution qui ne pouvait pas dire ce qu'elle pensait en audience publique. Puis, elle est sortie. Harland Whitley était assis au premier rang d'une salle d'audience qui ne lui appartenait plus. Son costume était le même, sa cravate était la même, ses mains agrippaient toujours le banc.
Mais l'homme à l'intérieur du costume s'était brisé d'une manière que personne sur Main Street ne verrait jamais, car cela s'était produit dans une salle d'audience fermée, dans une procédure scellée, dans un silence qui ne serait jamais rompu. La juge m'a regardé une dernière fois. Son expression était prudente, contrôlée, mais derrière le masque judiciaire, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la pitié, ni de l'admiration, de la gratitude. La gratitude silencieuse d'une femme qui venait d'apprendre que quelqu'un faisait quelque chose d'incommensurablement difficile, depuis très longtemps, sans que personne ne le sache. Madame Whitley, a-t-elle dit, vous pouvez disposer. J'ai ajusté l'épingle sur mon revers. J'ai posé mes deux mains sur la table, et je me suis levé. Ni vite, ni lentement. De la façon dont on se lève quand l'objectif opérationnel a été atteint, et qu'il ne reste plus que l'exfiltration, de manière contrôlée, mesurée, sans mise en scène. Harland n'avait pas bougé. Ses mains étaient toujours serrées autour du banc devant lui, et ses articulations avaient pris une couleur proche de celle du bois lui-même, comme si son corps essayait de devenir une partie du mobilier, un élément de la pièce. N'importe quoi d'autre qu'un homme assis seul du mauvais côté d'une demande rejetée. Porter rassemblait ses papiers. Ses mains n'étaient pas stables. Les dossiers qui semblaient si autoritaires 90 minutes plus tôt, les dossiers scolaires, l'affidavit de moralité de l'ancien de l'Église, la chronologie soigneusement arrangée de mes absences n'étaient plus que du papier. Il les empilait comme un homme empile des débris après une tempête, mécaniquement, sans regarder ce qu'il tenait. Je me suis avancé vers l'allée. Les yeux de mon père m'ont suivi. Je les sentais comme je sentais une surveillance sur le terrain. Pas comme une menace, mais comme une présence. Un poids sur ma nuque qui portait des informations, si je choisissais de les lire. J'ai choisi de ne pas le faire. Mais il a parlé. Sa voix s'est brisée sur le premier mot, avant de se reprendre sur le second. De la façon dont la voix d'un homme se brise quand le script qu'il a répété ne correspond plus à la scène qu'il joue. Se rend. Je me suis arrêté. Pas parce qu'il avait une quelconque autorité, ni parce que je lui devais une réponse. Je me suis arrêté parce que j'avais passé 20 ans à m'arrêter quand les gens prononçaient mon nom, dans des pièces où s'arrêter faisait la différence entre la survie et la mort d'un agent. Le réflexe était professionnel. La pause ne lui était pas destinée. Tu aurais pu nous le dire. Sa voix était basse, dépouillée. L'assurance du président du conseil avait disparu. L'autorité du patron de la quincaillerie s'était envolée. Ce qu'il restait, c'était un homme de 71 ans qui venait de découvrir que l'histoire qu'il racontait depuis 8 ans avait des fondations faites d'air. Tu aurais pu dire quelque chose, n'importe quoi, un seul mot. J'aurais compris. Je me suis retourné lentement. J'ai regardé mon père comme je regardais les contacts compromis sur le terrain, sans colère, sans reproche, avec l'évaluation claire et sans ciller de quelqu'un qui doit déterminer si la personne en face est une menace, un atout, ou aucun des deux. Il n'était rien de tout cela. Tu ne voulais pas la vérité, Harland. Tu voulais des aveux. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Sa mâchoire a bougé une fois, 2 fois, le mécanisme de la parole sans le carburant pour l'actionner. Je vous ai donné 16 ans de mon silence, ai-je dit. Et vous en avez fait une accusation. Vous avez pris chaque absence, chaque appel manqué, chaque fait que je ne pouvais pas expliquer, et vous les avez organisés en preuve. Pas parce que vous étiez inquiet pour Mara, mais parce que vous aviez honte de moi. Ce n'est pas. Vous avez dit à l'église que j'avais abandonné ma fille. Vous avez dit au conseil que je n'étais pas fiable. Vous avez dit à Claire que j'avais des problèmes psychologiques. J'ai soutenu son regard. Ma voix n'a pas monté d'un ton. Elle n'en avait pas besoin. Vous n'avez pas construit un dossier de garde d'enfants. Vous avez construit une réputation. Et vous avez utilisé votre petite fille comme permis de construire. Harland a dégluti. Sa prise sur le banc s'est relâchée. Ses doigts ont laissé des empreintes pâles sur le bois. Je ne savais pas, a-t-il dit. Vous n'avez pas demandé. 3 mots. Ils ont atterri dans cette salle d'audience comme des munitions tombent dans une zone dégagée, sans résistance, sans écho, juste l'impact, puis le silence. Je me suis détourné vers l'allée. J'ai marché vers la porte. L'huissier l'a ouverte sans que je le demande. Le couloir était vide. Catherine Beckett était partie. Le porte-document en cuir, l'affidavit scellé, le poids institutionnel du directeur adjoint des opérations.
Tout cela avait déjà été emporté hors du bâtiment, retournant dans le monde auquel cela appartenait. Le monde qui fonctionnait sous celui que mon père pouvait voir. Le monde où mon nom n'était pas Soran Whitley. Où mon nom était Foxhound Actual. Où mon silence n'était pas une absence. C'était un protocole. Mara était assise sur un banc en bois dans le couloir, seule. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, comme les miennes l'avaient été à la table des défendeurs. Elle avait la posture de sa mère, l'impassibilité de sa mère, la façon de sa mère d'observer une pièce sans laisser la pièce l'observer en retour. Mademoiselle Thornton se tenait à 2 mètres de là, faisant semblant de lire un panneau d'affichage sur les obligations des jurés, nous laissant de l'espace sans pour autant partir. Je me suis assise à côté de ma fille. Je ne l'ai pas touchée. Pas encore. J'ai laissé l'air entre nous se stabiliser, comme l'air se stabilise entre 2 personnes qui ont été séparées assez longtemps pour que la proximité doive être reconstruite, pouce par pouce. C'est fini, a demandé Mara. Sa voix était calme, posée. 12 ans, et déjà experte dans l'art d'attendre que les choses se terminent. C'est fini. Elle a hoché la tête. Un seul hochement. Puis elle a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti un morceau de papier plié, une feuille de cahier lignée, pliée en 3, comme le sont les lettres qu'on transporte longtemps sur soi. Elle l'a gardé sur ses genoux. Je t'ai écrit une lettre, a-t-elle dit. Quand tu n'étais pas là. Je n'avais pas d'adresse. J'ai regardé la lettre. Je ne l'ai pas prise. Non pas parce que je ne la voulais pas, mais parce que je savais que si je la touchais à cet instant précis, quelque chose en moi basculerait, d'une manière que je ne pourrais pas contrôler. Et je n'étais pas prête. Pas dans un couloir de tribunal, pas à 2 mètres de la pièce où mon père avait essayé de me l'enlever. Je la lirai ce soir, ai-je dit. Elle a hoché la tête à nouveau. Puis elle s'est appuyée contre mon épaule. Pas de manière dramatique. Pas comme les enfants s'appuient contre leurs parents dans les histoires faites pour faire pleurer le public. Elle s'est appuyée comme on s'appuie contre un mur qui a toujours été là, tranquillement, avec tout le poids de la confiance. J'ai passé mon bras autour d'elle, la cicatrice de mon poignet gauche pressée contre la manche de sa veste. Nous sommes restés ainsi pendant 3 minutes. J'ai compté. La juge Roret a convoqué Harland dans son cabinet 20 minutes après que la salle d'audience se soit vidée. Je le sais parce que James Aldridge me l'a raconté 4 jours plus tard, lors d'un appel téléphonique qui a duré moins de 6 minutes. Il l'avait appris de Porter, qui l'avait appris du greffier de la juge, à qui on avait demandé de sortir avant que la juge ne parle. Ce que la juge a dit à mon père, dans ce bureau, n'a jamais été consigné dans aucun dossier. Il n'y a pas de transcription. Il n'y a pas de compte-rendu. Mais James m'a rapporté l'essentiel, et l'essentiel était ceci, la juge Roret a informé Harland que l'affidavit scellé qu'il avait forcé à exister, par sa demande, contenait des détails opérationnels qui, s'ils avaient été divulgués en audience publique, auraient constitué une violation potentielle de la sécurité nationale. Elle lui a dit que le bureau du Conseil général de la CIA avait signalé sa pétition, non pas comme une simple affaire de garde, mais comme un vecteur potentiel d'exposition d'activités de renseignement classifiées. Elle lui a dit que les déclarations publiques de son avocat dans la salle d'audience, concernant l'absence d'emploi vérifiable, étaient passées à une seule étape procédurale de déclencher une enquête fédérale. Elle lui a dit que ses actions frôlaient l'obstruction à la sécurité nationale et que la seule raison pour laquelle il n'était pas renvoyé devant le bureau du procureur des États-Unis était que l'agence avait déterminé que le risque d'exposition était maîtrisé. Elle lui a ordonné de ne parler de cette procédure scellée à personne. Ni à Claire, ni à Diane, ni à l'ancien de l'église, ni aux hommes sur le banc devant la quincaillerie. Elle lui a dit que s'il violait cette consigne, l'évaluation de la maîtrise du risque changerait. James a dit que Porter avait qualifié cela des pires 15 minutes de sa carrière juridique. Harland est sorti du cabinet de la juge à 16h17. Claire l'attendait sur le parking. Elle a dit qu'il n'avait pas prononcé un mot pendant le trajet du retour. Elle a dit qu'il s'était enfermé dans le bureau à l'arrière de la quincaillerie. Elle a dit que la lumière était restée allumée jusqu'à minuit. Il n'a pas assisté à la réunion suivante du conseil municipal. Ni à celle d'après. En décembre, il avait soumis sa lettre de démission du poste de président. La lettre invoquait des raisons personnelles. Personne au conseil n'a insisté. Dans une ville de la taille de Milaven, les hommes démissionnent en silence, et les autres hommes les laissent faire, car tout le monde sait qu'une démission silencieuse est plus bruyante que n'importe quelle explication.
Claire m'a appelé une fois, 3 semaines après l'audience. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a demandé si ce que la juge avait dit était vrai. Je lui ai répondu que je n'étais pas autorisé à le dire. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « J'aurais dû te poser la question il y a des années. J'aurais dû demander. » Elle avait raison. Elle aurait dû. Je ne lui ai pas dit. Je n'en avais pas besoin. Le silence le disait assez. Ma mère a envoyé une carte. Pas une lettre, une carte. Le genre avec des fleurs sur le devant et un intérieur vierge. Elle y avait écrit 4 mots, « Je suis fier de toi ». Pas de conditions, pas de conseils, pas d'explication sur pourquoi elle ne l'avait jamais dit auparavant. Juste cela. J'ai gardé la carte. Je l'ai mise dans le même tiroir où je garde mes citations opérationnelles. C'est sa place. 4 mois après l'audience, j'ai rencontré la division de soutien aux employés de la CIA. J'ai apporté une proposition, un fonds fiduciaire pour la garde d'enfants destiné aux parents célibataires servant dans des opérations clandestines. Des officiers dont les obligations de couverture les empêchent d'expliquer leurs absences aux tribunaux de la famille, aux administrations scolaires ou aux évaluateurs de garde. Des officiers dont les enfants grandissent en gardant des boîtes à chaussures remplies de lettres sans parfum, parce qu'il n'y avait aucune adresse où les envoyer. J'ai doté le fonds de 85 000 $ provenant de mes propres économies. Ce n'était pas une fortune. C'était 16 ans de salaire gouvernemental, soigneusement géré par une femme qui n'avait jamais eu le temps de les dépenser pour autre chose que la mission. Le bureau du directeur adjoint a approuvé le fonds en 6 semaines. Owen Castellan a signé l'autorisation personnellement. Sa signature était la seule sur la page. C'était suffisant. Le fonds ne portait pas mon nom, ni celui d'aucun officier, mais celui de la disposition qu'il servait. Pourtant, à l'intérieur du dossier, sur une seule ligne du document fondateur, il y avait une mention, parrain d'origine, Foxhound Actual. Ce n'était pas une médaille. Ce n'était pas une cérémonie. C'était une ligne dans un document classifié que personne ne lirait à moins d'en avoir besoin. Exactement là où elle devait être. 6 mois après l'audience, je suis assise dans une pièce sans fenêtre, dans un bâtiment sans adresse publique. La pièce est froide. Les écrans sont bleus. Le café est le même mélange institutionnel brûlé qu'il l'est depuis 16 ans. Je révise des rapports d'agents provenant d'une région que je ne nommerai jamais, préparant un briefing qui sera lu par des gens que je ne rencontrerai jamais, au sujet de menaces dont les habitants de Millaven, dans le Tennessee, ne sauront jamais qu'elles existent. Mara est à la maison, dans notre appartement. Pas la maison de Diane. Pas sous la surveillance de Harland. Chez nous. Elle fait ses devoirs à la table de la cuisine, et Mademoiselle Thornton est en bas, dans son propre logement, disponible si besoin, jamais intrusive. Sur mon bureau, à côté du terminal crypté, se trouve un morceau de papier plié en 3, transporté dans la poche d'une enfant de 12 ans pendant 7 mois. Je l'ai lu ce premier soir, dans une chambre d'hôtel à Millaven, après le tribunal et le parking, et après avoir roulé jusqu'au seul endroit de la ville où personne ne me chercherait. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai relu. Puis je l'ai replié suivant ses plis d'origine, et je l'ai placé dans la poche intérieure de ma veste, où il est resté jusqu'à mon retour à Washington. La lettre ne demandait pas où j'étais passé. Elle ne demandait pas ce que je faisais. Elle ne me demandait pas de m'expliquer. Elle disait, « Je sais que tu fais quelque chose qui compte. Reviens quand tu pourras. » Le silence a été le langage de ma vie. Mon père l'a utilisé comme une preuve. Ma sœur l'a utilisé comme une distance. Ma mère l'a enduré comme on endure la météo. Mara, elle, l'a compris. Elle a compris que le silence n'est pas l'absence de vérité. C'est la discipline nécessaire pour porter la vérité, dans un monde qui n'est pas habilité à la recevoir. Je travaille désormais dans un bâtiment qui n'a pas de nom. Même travail, même café, même lumière bleue. Pas de plaques sur les murs, pas de citations encadrées dans le couloir. Juste ce rang. Juste l'épingle grise sur mon revers, et une fille qui écrit des lettres qu'elle sait que je finis toujours par lire. Il y a du pouvoir dans la patience. Il y a de la liberté dans la vérité, même quand elle arrive tard. Même quand elle arrive dans une enveloppe scellée qu'un juge de tribunal familial ne sera jamais autorisé à reproduire. Même quand les gens qui auraient dû vous croire ont eu besoin d'un affidavit fédéral pour le faire. Je ne suis plus l'espace vide dans le récit familial.
Je suis le chapitre classé secret. Et certains chapitres ont plus de valeur, c'est les couverts. Si vous avez apprécié cette histoire sur la compétence silencieuse triomphant de l'arrogance bruyante, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.